Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue aujourd'hui pour cette table ronde intitulée Cybersécurité, comment organiser la résilience, retour d'expérience et partage de bonnes pratiques. Alors moi je suis Hervé Troilic, donc je suis le directeur général d'Imineti by Niji, qui est la filiale cybersécurité de Niji. Et puis donc pour parler de ce sujet avec moi, j'ai trois témoins. Denis Kraus, CDO et CEO de Cordon Electronics. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot, Denis, pour vous présenter l'entreprise ? Donc, Denis. Cordon Group, c'est une entreprise de services de réparation, réconditionnement, rénovation de produits électroniques. On maîtrise par ailleurs toute la chaîne, donc on peut en produire à travers nos capacités EMS. On peut les recycler pour extraire les matières valorisables. Donc voilà. En termes de taille, on a fait une acquisition cet été, donc il vaut mieux que je parle de l'année 2024. Donc on va faire à peu près 450 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à 4200 employés. On est présent dans 12 pays, les 8 grands pays en Europe et plus les 4 grands pays en Amérique. Et c'est peut-être suffisant pour l'introduction. Merci. Franck Mosser, président de MG10. Franck. Oui, donc Franck représente un éditeur de logiciels MG10 qui édite des logiciels de gestion pour le secteur public. On est 210 personnes, on est basé à Vannes avec une implantation à Poitiers et à côté de Lille. Et on travaille pour les ministères, les régions, les départements, les communes et groupements. Et notre produit principal, le plus gros produit, sert à gérer les subventions. Donc si vous demandez ou si vos enfants demandent des subventions en région Bretagne, ou dans les départements bretons ou dans certaines collectivités de Bretagne, ça passe par nos produits où on fait la demande en ligne, l'instruction de la demande, les interfaces pour les paiements et la démat montante et descendante. Voilà. Merci Franck. Et Rodolphe Thiboyeau, donc responsable des systèmes d'information et de l'innovation chez Keolis à Rennes. Exactement. Keolis Rennes, filiale du groupe Keolis. Donc, dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics, nous assurons et nous opérons les services de mobilité de la métropole rennaise à travers le réseau de bus, les métros, les vélos en libre service, les vélos en location longue et courte durée, le déplacement à la demande des personnes à mobilité réduite et la gestion des parcs relais de la métropole. Merci Rodolphe. Alors pour vous donner vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, donc pour préparer cette table ronde avec nos témoins, en fait, je leur ai posé 3 questions et puis je leur passerai la parole tour à tour en fait sur ces questions. On va prendre 30 minutes en fait pour aborder ces différents sujets pour que ça nous laisse un temps conséquent pour que vous puissiez nous poser des questions, leur poser des questions et approfondir les différents sujets. Alors, en préambule, moi, quand j'ai préparé en fait cette table ronde sur le sujet de la résilience cyber, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la définition de la résilience. Et donc, j'ai cherché sur Google et je suis tombé sur une définition à 3 entrées. La résilience, aujourd'hui, c'est présenté comme d'abord, d'un point de vue psychologique, la capacité à surmonter des chocs traumatiques. D'un point de vue écologique, c'est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Et puis d'un point de vue informatique, c'est la capacité d'un système ou d'un réseau à continuer de fonctionner en cas de panne ou de sinistre. Et en fait, en regardant ça, je me suis dit, finalement, c'est intéressant ces 3 points de vue parce que dans le cadre de la cybersécurité, ces trois points de vue, en fait, on les mélange finalement parce qu'en cas de crise cyber, on vit un choc, pour ceux qui ont vécu ce genre de crise, on vit évidemment un choc traumatique très fort. En général, l'entreprise, elle est déstabilisée, donc finalement, elle est plus dans son état d'équilibre. Et l'objectif, c'est de retrouver un état d'équilibre, mais un état d'équilibre qu'il faut déjà avoir identifié et bien qualifié. Et puis d'un point de vue informatique, effectivement, il faut qu'on mette en place tous les outils pour permettre de continuer l'activité, de reprendre l'activité. Donc c'est assez intéressant. Et finalement, la question, pour moi, en fait, la résilience, c'est bien cette notion de dire la résilience, c'est la capacité finalement de l'entreprise à continuer d'assurer ses missions essentielles, quels que soient les aléas, quelles que soient les crises qu'elle va subir. Et donc ça va bien au-delà, finalement, traiter ce sujet, ça va bien au-delà de simplement se dire
il faut qu'on mette en place un plan de continuité ou un plan de reprise informatique. C'est quelque chose qu'il faut envisager dans sa globalité. Et donc, il y a plein de manières de traiter cette question de la résilience. Et donc, on s'est dit en préparant cette table ronde, plutôt que de quelque part de vous ennuyer une fois de plus, comme peut-être vous l'avez déjà été dans d'autres conférences sur la cyber, où on vient finalement dérouler des bonnes pratiques un peu théoriques sur le sujet. On s'est dit que c'était intéressant d'avoir des témoins, des gens qui au quotidien finalement mettent en œuvre ces sujets, avec 3 points de vue différents, des profils d'entreprises différentes, un opérateur de transport public, un éditeur de logiciels et puis un industriel, et puis de pouvoir avoir des façons de voir la problématique différentes et pouvoir vous donner comme ça des pistes de recherche intéressantes. Alors, première question que je vais vous poser, messieurs, c'est en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter finalement la situation cyber de votre entreprise et pourquoi vous avez investi sur ce sujet? On va commencer par vous, Rodolphe, en tant qu'opérateur de transport public. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de la résilience chez Keolis? Alors, la vision de la résilience chez Keolis Rennes, elle est avant tout éloignée de la partie technique. Les sujets techniques que tu as abordés, ils sont nécessaires, ça, c'est une évidence, c'est une forme d'acquis. Mais la vision de la résilience que l'on a, nous, elle est plutôt à travers notre capacité à assurer notre mission de service public, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, avec ou sans informatique, avec ou sans système d'information. C'est l'usager en premier, c'est la mission de service public, c'est comment ne pas impacter le territoire en accompagnant les voyageurs dans leur déplacement et en ne paralysant pas, en effet, l'économie d'un territoire. Donc c'est avant tout cet aspect-là qui motive notre sujet de résilience. Et justement, en quoi les contraintes externes que vous pouvez avoir, en quoi est-ce que ça a influé finalement sur votre prise en compte du sujet? Ça a eu un impact? Oui, forcément. Enfin, la nature même de notre activité, j'allais dire, induit ce positionnement. Une cyberattaque ou, on va dire, n'importe quel désordre qui ferait en sorte que les systèmes soient inopérants a un impact, oui, sur notre exploitation en tant qu'entreprise, mais ce n'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est l'impact que ça a sur les usagers, sur en effet notre mission de service public. Et c'est ça, mais c'est l'écosystème et c'est la manière dont est positionnée l'entreprise et ce qui nous lie contractuellement d'ailleurs à la métropole, qui induit un petit peu ce positionnement. Et accessoirement, en effet, il y a des impacts économiques, il y a des impacts techniques, mais quoi qu'il en coûte, les bus doivent pouvoir fonctionner, les métros doivent pouvoir fonctionner, et les usagers doivent pouvoir se déplacer sur le territoire. C'est ça, ouais. Vous avez bien finalement cette idée de continuer à assurer les missions, quels que soient les aléas. Et vous me parliez justement de continuité métier, hein. C'est bien ça en fait, hein. Chez Keolis, c'est comme ça que vous... Oui, parce que les systèmes d'information sont présents à tous les étages de l'entreprise. Il y a une dépendance extrêmement forte. Et au fil des ans, au fil du renouvellement ou du remplacement des personnels, mais finalement, la manière dont on fonctionnait sans support informatique, il y a encore quelques décennies, elle est oubliée en fait. Donc le vrai sujet, eh bien, ça a été d'accompagner les métiers dans la redéfinition du strict nécessaire et suffisant pour mettre en exploitation un bus, un métro, etc., etc. Très bien. Donc il y a un accompagnement fort en effet des métiers pour retrouver les fondamentaux et redéfinir ce qui était nécessaire et suffisant. Alors de votre côté, Franck, je crois que la cybersécurité, ça a été quand même, il y a déjà pas mal de temps, un sujet très important, hein, qui a été mis en top list, hein, au niveau de l'entreprise, c'est ça? Oui, alors je suis tombé dedans tout petit parce que l'entreprise a 40 ans, mais moi j'ai démarré ma carrière à l'aérospatiale et dans l'industrie pharmaceutique. Et c'est surtout, alors on a toujours fait un peu de sécurité, il n'y avait pas de boîte qui n'avait pas d'antivirus, machin bidule. Le web a amené les pratiques de développement à les professionnaliser un peu. Et il y a 10 ans, en fait, on
On s'est dit que si on ne se préparait pas à la vague qui montait, et il y a 10 ans, elle commençait à monter, dans 10 ans, dans 15 ans, on serait mort. Donc il y a 10 ans, on a pris le pari de réécrire complètement nos produits, de les poser sur des architectures techniques en embauchant des compétences des architectes et en se disant la cyber, ce sera l'enjeu du futur. Il faut absolument qu'on y aille. Donc ça a été un sujet. Alors sachant que dans une boîte qui fait du numérique, on doit le poser comme toute boîte pour nous-mêmes. Donc ça, à la limite, qu'on fasse de la pâtisserie ou quoi que ce soit, on doit se protéger nous-mêmes, notre propre patrimoine industriel. Donc ça, on a cet enjeu, bien sûr. Et en plus, comme notre patrimoine, nous, il est immatériel, vous imaginez bien les dégâts si on se fait pirater nos codes sources et surtout si on se les fait bousiller de l'extérieur, on est très très mal. Puis comme en plus, on vend des produits, si on a la région Bretagne qui est bloquée par une attaque et que ça vient de notre fait, de nos produits, on est encore plus mal. Donc c'est vital, vraiment vital pour nous. Et j'ai repensé à la question après en me disant c'est presque triste qu'on pose la question parce qu'on ne demande pas à un maçon pourquoi vous construisez des maisons solides. Parce que c'est pour que les gens vivent en sécurité dedans. Nous, en fait, on crée des logiciels solides pour que les gens les utilisent en sécurité. Et malheureusement, dans l'informatique de gestion, on a encore des confrères dans différents domaines, y compris dans le nôtre, pour qui c'est pas si évident que ça, quoi. Non, c'est clair. C'est vrai que le sujet de la security by design, en fait, c'est un enjeu de tous les jours. Et pour nous, en tant qu'experts, c'est d'ailleurs le combat. C'est de réussir à intégrer vraiment la sécurité au plus tôt dans les process. Ouais. Et c'est aussi un enjeu citoyen, parce que finalement, vos progiciels... Alors, c'est en plus un enjeu citoyen, parce qu'on fait des produits pour le secteur public. On a des clients directs qui sont les acteurs publics, et les clients indirects, ce sont des associations, des entreprises, des étudiants, des citoyens, des familles en difficulté qui ont besoin des aides de la collectivité. Donc, si le système est bloqué, en fait, on bloque beaucoup de gens et ça peut avoir des dégâts très importants. Donc, en termes de responsabilité, on doit se comporter de manière responsable et être des professionnels, quoi. Donc, j'ai bien noté ça. La responsabilité du dirigeant est engagée, et c'est intéressant, cette prise en main. Denis, de votre côté, votre histoire. Je pense qu'il faut que je reprenne un peu l'explication de ce qu'on fait chez Cordon Electronics. En fait, les boîtiers électroniques sont partout. Dans les millions de foyers, on a les décodeurs TV ou des modems ADC, le fibre. Les logiciels qui tournent dans ces boîtiers, en fait, sont installés par Cordon Electronics parce que c'est des boîtiers qui sont réutilisés, renouvelés, réconditionnés par le groupe pour l'ensemble des opérateurs en France et pour d'autres opérateurs dans d'autres pays. Après, les mêmes choses pour le téléphone portable. On est service SAV officiel d'Apple, Samsung et la compagnie. Donc en fait, pourquoi investir dans la cybersécurité? Je dirais que commercialement, c'est vraiment l'engagement client qu'on a. C'est la demande du client d'être extrêmement sécure pour ne pas impacter leurs clients. Et c'est des clients qui sont très exigeants et très techniques. Donc les exigences d'Apple, il faut savoir les respecter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, c'est le monde dans lequel on vit, la conjoncture générale, donc les changements de climat qui rend les pays très pauvres, par exemple en Afrique, ou confrontation entre la Russie et l'Ukraine, les deux pays qui cherchent à financer la guerre, ou l'opposition avec la Chine aujourd'hui, font que la menace cyber est extrêmement forte. Et donc pour protéger, pour assurer le développement durable, quand je dis durable, dans le temps de l'entreprise, plus globalement, on est obligé de faire en sorte que l'informatique marche et qu'il n'y ait pas d'arrêt de production qui peuvent endommager la relation avec nos clients à l'infini. Donc du coup, voilà, ces deux facteurs. Et le 3, c'est l'engagement personnel effectivement de M. Cordon qui comprend tout ça et qui pousse extrêmement fort l'ensemble d'efforts pour construire la sécurité cyber chez nous. Ok, on reviendra sur le comment tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vrai que dans votre finalement cheminement, il y a aussi cet aboutissement à quelque chose qui aujourd'hui est plus de l'ordre du produit finalement. C'est-à-dire que votre approche, on en parlera après, mais ça vous a conduit à
à définir des... Tout à fait. On a une entreprise de services, sauf que nous, on ne peut pas marcher si l'informatique ne marche pas. Donc on a l'informatique qui pilote les lignes de production, mais c'est aussi l'informatique qui installe les logiciels de nos clients. Et en fait, on n'est pas propriétaire des produits, on n'a pas de stock. On reçoit les produits, on doit les remettre à neuf dans les délais contractuels. Donc on doit exécuter les services dans les délais définis par le contrat. Et on ne peut pas supporter l'arrêt de production. Donc on tourne 24/7 sur plusieurs sites. Voilà. Grosse contrainte. Après, voilà. Ok. Non, mais c'est bien parce que là, on voit bien quand même. Voilà, je pense que c'est clair aussi pour vous, mais on voit bien les trois enjeux différents, les positionnements, l'industriel, l'éditeur et l'opérateur d'un service public. Donc c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant. Alors maintenant, si on avance donc sur le comment finalement. Une fois qu'on a bien compris que l'enjeu était important pour vous, que le sujet était un sujet qui était important pour l'entreprise, comment est-ce que vous avez mis en place les dispositifs que vous avez mis en place, avec qui, par quel bout vous avez pris le sujet, et puis finalement quels ont été les freins ou les leviers en tout cas que vous avez rencontrés. Je commence par vous, Rodolphe. Donc effectivement une approche plutôt métier à la base, mais voilà, comment est-ce que vous avez mis en œuvre finalement cette stratégie? Et bien, très en amont, en fait, on est parti déjà du postulat qu'on aurait beau déployer tous les pare-feux, toutes les couches de sécurité, tous les renifleurs possibles, toutes les technologies à notre portée pour tenter de mettre des barrières, on y aurait droit quand même. Donc on a plutôt eu envie de se dire, partons de ce postulat en disant de toute façon tout s'écroulera un jour ou l'autre, donc soyons en capacité de pouvoir assurer cette continuité de service dont je parlais précédemment. Quand on se dit ça, on se dit aussi, mais donc je passe sur tout l'aspect technique de reconstruction d'un système, etc., etc. Pour moi c'est une forme d'acquis, je n'y reviens pas. Je voudrais moi faire plutôt une intervention sur la nécessité d'accompagner ce que nous on appelle les métiers chez nous, c'est-à-dire que tous les autres métiers qui sont dépendants du système d'information, qui dans ces contextes de crise ou de perturbations majeures ne sont plus opérants, et comment les métiers font pour mettre en place les process, les procédures qui leur permettent d'accompagner, enfin d'assurer cette continuité. Et on s'est rapidement rendu compte que les métiers n'allaient pas pouvoir faire ça seuls, que la fonction système d'information se devait de les accompagner. Mais pour les accompagner, encore fallait-il qu'on soit mature, nous, sur cet aspect-là. Une équipe informatique dans des structures comme les nôtres, c'est surtout beaucoup de techniciens qui ont forcément des compréhensions métiers, mais qui sont plutôt technocentrés et pas suffisamment centrés sur le service et la qualité du service. Donc derrière, c'est de l'acculturation, c'est un audit de maturité. Vous avez fait un audit de maturité? On a fait un audit de maturité qui a permis de mettre en relief, en effet, le niveau d'accompagnement au changement qu'il faudrait avoir pour faire en sorte que nos personnels soient à la hauteur de cet accompagnement métier qui était souhaitable pour assurer ce plan de continuité. Alors on a appelé ça un plan de continuité métier, qui est bien dissocié chez nous du plan de continuité informatique ou du plan de reprise informatique. Et puis derrière, il a fallu aussi sensibiliser les personnels. Les usagers, dans le monde du transport, mais comme dans tout domaine, dans une situation extrêmement perturbée, ils sont prêts à encaisser, à accepter un minimum de dégradation de service si on leur explique le contexte. Mais on a le même travail à faire avec nos agents. Je ne vais pas tout détailler, mais prenez les chauffeurs de bus, par exemple. Un chauffeur de bus, aujourd'hui, il est assisté dans son quotidien par un certain nombre d'outils. Il est sécurisé dans son quotidien par une radio qui lui permet d'être en permanence en lien avec le PC bus. Et si ces outils, si ces organes sont défaillants, dans un contexte normal, eh bien, ça compromet la bonne exploitation et les bus vont rentrer en effet au dépôt. Dans ces situations de crise-là, il faut que les agents de terrain acceptent des conditions de travail dégradées qui, en temps normal, ne sont pas acceptées. Donc comment on sensibilise l'ensemble des personnels à une posture, un comportement adapté dans ces situations exceptionnelles où l'entreprise elle aura eu beau
anticiper, travailler, préparer, eh bien oui, on peut être victime en effet de ce genre de situation. Et il faut, j'allais dire brutalement, pas en rajouter une couche avec en plus les salariés qui ne comprendraient pas la démarche. Donc il y a toute cette phase de sensibilisation à faire également. Oui, qui est importante, qui est un sujet vraiment important. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à oublier ça, parce que finalement, on a beaucoup tendance à aller vers la technique. Alors quand je dis technique, c'est, on parlait des PCA, des PRA, c'est-à-dire on se focalise vraiment sur la reprise ou la continuité d'activité des systèmes, mais on oublie que derrière les systèmes, il y a des hommes et des femmes, et qu'effectivement, souvent, on a pris des habitudes qui sont légitimes finalement dans un fonctionnement aujourd'hui qui est assisté. Et puis en mode dégradé, effectivement, on est obligé de prendre des raccourcis et puis de se rappeler de l'essentiel. Effectivement. Et très rapidement, si je puis me permettre, dans cet esprit, qu'est-ce que l'on a mis en place, etc., je pense qu'il faut aussi savoir se préparer. Alors la préparation, elle est complexe, c'est pas évident. Nous, on est sur des domaines d'activité où ça ne s'arrête jamais, en fait. Le seul jour de l'année où on n'a pas d'exploitation, c'est le 1er mai. Un seul jour dans l'année. Tout le reste du temps, on ne peut rien arrêter et c'est compliqué de tester. Néanmoins, comment on va réellement se comporter dans un contexte de crise au niveau d'un comité de gestion de crise? Comment notre CODIR, le comité opérationnel, va gérer cet incident-là? On a procédé, et c'était des exercices hyper intéressants. J'invite, si possible, chacun à tester ce genre à expérimenter en tout cas ce genre de test. Donc on a fait appel à une société spécialisée qui nous a simulé un incident majeur sur une demi-journée. On nous a remplacé nos téléphones portables, on nous a remplacé nos ordinateurs, et un grand nombre d'acteurs en back-office ont joué des rôles divers et variés. Donc nous, dans nos domaines, on est en lien avec la métropole, mais avec la préfecture, avec notre groupe, avec les journalistes, etc., etc. Et on a eu des journalistes de Ouest France qui nous appelaient, on a été en interaction avec le préfet, on a eu à gérer et à répondre aux demandes des uns et des autres comme si on y était. Mais vraiment, on y était. On recevait les mails, on a vécu une demi-journée de crise qui nous a permis d'évaluer aussi notre capacité à travailler ensemble dans une ambiance apaisée, bien qu'en contexte de crise. Est-ce que le lieu choisi pour cette cellule de crise était le bon? Les interactions, comment on s'adresse à la presse, etc., etc. Donc c'est un bel exercice. Ok, très bien. Merci. Franck, de votre côté, donc vous m'aviez parlé de vision stratégique, donc ça c'était votre vision de la cyber à très long terme. Et donc en me disant finalement nous on a fait le choix, c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans votre témoignage, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, nous on a fait le choix de la qualité, de la robustesse et de la sécurité, parce qu'on s'est dit qu'on devait apporter à nos clients une brique qui soit robuste pour ne pas apporter plus de problèmes qu'ailleurs, quoi. C'est bien ça, hein. Ouais. Alors sachant que si on l'aborde sous l'angle résilience, ce choix stratégique, il doit se poser au niveau, l'entreprise fait le choix stratégique d'aller par là, le pose au niveau humain, il faut le partager avec toutes les équipes. Et j'ai dit qu'on était une boîte qui avait 40 ans, donc il y a 40 ans, on avait des collègues, les commerciaux, ils ne mettaient pas en avant la sécurité. Nos collègues développeurs, un développeur, ce qu'il aime, c'est créer, c'est créer des fonctionnalités. Ils ne se lèvent pas le matin pour dire « ouais, super, je vais faire de la cyber », parce que ce n'est pas notre cœur de métier, la cyber s'impose à nous. Dans toutes les chaînes de valeur de l'entreprise, il a fallu convaincre que c'était un positionnement qu'on devait avoir. Et il faut convaincre également nos clients. Donc on a encore aujourd'hui des appels d'offres qu'on perd, enfin on ne les perd pas vraiment, puisqu'en fait on ne répond même pas, en disant non, là, dans les critères, c'est incompatible avec les garanties de sécurité qu'on peut apporter. Donc on essaye d'expliquer, en général on a du mal, parce que ça veut dire qu'en face de nous, on a des clients qui n'ont pas le niveau de compréhension encore suffisant pour accepter, et ils nous disent simplement en gros vous ne voulez pas bosser avec nous. Non, c'est pas ça, c'est que ce que vous nous demandez, on ne sait pas le faire professionnellement, et on va expliquer à nos commerciaux en interne, non, cet appel d'offres-là, ça fait 4 ans que tu suis ce compte, ça fait 4 ans que tu espères le gagner, que tous les voyants étaient au vert, et désolé, mais les critères de sécurité ne sont pas au rendez-vous, on ne va pas répondre, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter, il faut développer les compétences. Donc dans le comment, c'est vraiment développer les compétences. Alors on a fait une chose, on s'est appuyé sur l'ANSSI qui a fait un outil, un didacticiel de formation à la sécurité
qui est super bien fait, qui s'adresse à toutes les parties prenantes de l'entreprise, hein, que ce soit les commerciaux, les administratifs, les techniques, les chefs de projet. Donc chez nous, dans le parcours d'intégration, on est obligé de passer par la certification, l'auto-certification de l'ANSSI sur la cyber, qui nous protège en interne et qui nous protège vis-à-vis de nos clients. Donc ça, dans le comment, il y a vraiment cet enjeu pédagogie interne, formation, accompagnement, pédagogie de nos clients et la montée en compétences. Et un élément très très important pour nous, c'était dans la stratégie de se dire, du coup, il faut qu'on grossisse. Pendant longtemps, on a été une boîte de 100 personnes. Et moi, le premier, je disais, attendez, l'important, c'est qu'on fasse du boulot de qualité. C'est pas qu'on grossisse. Sauf que là, on se rend compte qu'il faut qu'on ait des compétences sécurité interne. On a pu embaucher, il y a 3 ans, un RSSI. Ça coûte cher. Un bon RSSI, ça coûte cher. Pour pouvoir se payer un bon RSSI, il fallait qu'on grossisse en taille. Et surtout, si on veut être très bon en sécurité, on n'y arrivera pas tout seul. Donc on va devoir s'appuyer sur des expertises externes et on doit s'appuyer sur des expertises externes de qualité. Donc des expertises externes de qualité, ça a un prix. Et quand je dis ça coûte cher, n'y voyez surtout pas une dimension, voilà, ils abusent. Non, c'est normal parce que si on veut des bons professionnels en face, il faut se faire accompagner. Alors notamment, on a fait le choix de partir sur la certification ISO 27001 pour aussi se rassurer nous-mêmes, parce que c'est bien beau de dire ouais, on est bon, on monte en compétences, on a un RSSI, on forme nos équipes. Ouais, mais c'est peut-être bien d'avoir des regards externes. Donc là, on a fait le choix d'Iminity pour nous accompagner. Et ce regard externe est extrêmement important. Donc dans le comment, c'est vraiment important, surtout de ne pas rester seul. Et on dialogue beaucoup avec les confrères qui sont dans le même type de démarche que nous, qui peuvent être des concurrents, on s'en fiche, j'ai entendu ça, mais c'est pas très grave. Ça va être aussi d'autres qui font le même métier que nous, donc surtout pas s'isoler, quoi. Et avant de passer la parole à Denis, il y a une chose aussi que j'avais notée, puis bon, c'est vrai qu'on se connaît parce qu'on travaille ensemble, mais vous êtes aussi aidé par la réglementation d'une certaine manière, puisque travaillant beaucoup pour les collectivités et la sphère publique, vos briques logicielles doivent être auditées dans le cadre d'homologation, finalement. Donc vous faites auditer par des PASI, des prestataires d'audit de sécurité qualifiés, et c'est vrai que c'est finalement un gage aussi de confiance supplémentaire. Oui, alors ça c'est vrai, on a le RGS qui a été rédigé par l'État et qui est un règlement de qualité sur la sécurité, puis il y a d'autres règlements sur le logiciel, sur l'interopérabilité, l'accessibilité, le RGPD qui a aussi quelque part ses atouts à apporter sur la dimension robustesse des applications. Donc ça, sur nos gros clients, c'est un vrai atout, quoi. Sur les plus petits, ils en sont encore éloignés, ils ne comprennent pas toujours, quoi. Et je terminerai juste là-dessus. Est-ce que tous vos concurrents sur ce marché font ça, ou est-ce que, je dirais, des entreprises comme les vôtres, il n'y en a pas tant que ça finalement ? Alors sur le choix stratégique aussi important, assez peu, y compris d'ailleurs des confrères plus gros que nous et qui sont là depuis aussi longtemps que nous. Certains le font. D'autres ne le font pas. Bon, pour nous, en tout cas, le choix qu'on a fait, on verra si l'avenir nous donne raison, c'est que ceux qui ne l'ont pas fait ou qui l'ont fait trop tardivement ne seront plus là dans 3 à 5 ans, quoi. Okay. Ça, j'ai pas de boule de cristal, donc on verra. Maintenant, ça peut être aussi nous qui nous cassons la figure avant, parce que nos produits en développement coûtent en moyenne 5 à 6 fois plus cher à développer qu'un confrère qui fait la même chose sans la sécurité. Mais c'est comme dans tous les métiers, quand on respecte les normes en agriculture, ça coûte plus cher de produire, les normes sur les jouets, les normes sur la nourriture. Nous, on s'est vraiment mis dans la position de respecter ces normes. Alors la différence, c'est que c'est immatériel et que c'est beaucoup moins usité de le contrôler en permanence. Ça va venir. Donc nous, Paris, c'est que ça va venir et que ceux qui ne jouent pas le jeu aujourd'hui disparaîtront demain, quoi. Ok. Alors Denis, alors, sans déflorer le sujet, je vais vous laisser raconter l'histoire, mais voilà, on se connaissait d'avant. Je sais que vous avez une offre de service aujourd'hui dans le domaine de la reprise d'activité que je trouve disruptive et vraiment très innovante, moi, sur le marché.
Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un peu cette histoire? Cette offre, effectivement, c'est tout à la fin. Voilà. Mais notre choix était un peu différent, j'avoue. Donc nous, on est parti de l'ambition de croissance de l'entreprise. Donc l'entreprise qui devait grossir, qui devait aller dans d'autres pays, qui devait accueillir des activités différentes et variées. Et donc, on a pris le choix d'investir dans les compétences en interne. Donc, on a commencé par créer une nouvelle équipe centrale avec les compétences nous permettant de contrôler l'ensemble de dispositifs informatiques. Ça veut dire qu'on contrôle l'ensemble de nos data centers, on contrôle l'ensemble de nos réseaux, l'ensemble de nos firewalls, on contrôle l'ensemble de nos fermes d'hébergement. Donc on a créé un cloud privé qu'on contrôle à 100%. On a investi dans les nouvelles technologies pour le faire. Donc on voulait innover en même temps. Donc on est sur un cloud hyper convergé. C'est un peu technique, mais je ne vais pas rentrer dedans. Sur des réseaux spine-leaf extrêmement résilients, sur la virtualisation des firewalls, etc. Donc on avait beaucoup de sujets techniques dans lesquels on a investi. Et donc c'est 100% construit et contrôlé et administré et maintenu en interne. Deuxième chose, c'est qu'on a investi dans une équipe RSSI, donc pas un RSSI, mais 4, pareil, en centrale, qui, eux, ne sont pas attachés à l'informatique, mais qui sont attachés au directeur financier et juridique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a placé cette équipe à peu près là où les banques placent les équipes de gestion des risques. Donc cette équipe audite toute action de l'informatique, donc ils sont une entité indépendante. Donc ils contrôlent si tous les paramétrages, les choix du matériel, les configurations logicielles sont bonnes. C'est eux aussi qui mènent des campagnes de formation. C'est eux qui écrivent les procédures de gestion des crises, c'est qui gèrent la cellule des crises dormantes, les canaux de communication. C'est eux qui font des campagnes de phishing éventuellement et ensuite le reporting. C'est eux aussi qui ont les outils d'audit de l'activité des logiciels ou des utilisateurs avec l'intelligence artificielle qui détecte des comportements anormaux au défi de données. Et donc, pour gouverner tout ça, on a créé un comité de pilotage de cybersécurité présidé par M. Cordon lui-même et qui est au même niveau que le comité exécutif pour pouvoir imposer les décisions importantes ou les investissements importants. Donc, c'est plus ou moins les dispositifs qu'on a mis en place. Il faut savoir que on a cru que c'était pas forcément suffisant. C'est quelque chose qui nous protège des campagnes, on peut dire, pas mal quand même, non ciblées. Non ciblées, comment je veux dire, les campagnes qui ne sont pas très ciblées, il faut juste être meilleur que la moyenne des autres entreprises. Donc ils vont attaquer là où c'est plus facile. On est d'accord. Si quelqu'un décide de cibler une entreprise, il n'y a rien qui peut, on est persuadé, on ne pourra pas se défendre. Voilà, c'est ça. Donc on s'est dit que si un jour on est vraiment ciblé d'une façon forte par des gens qui sont plus forts que nous en termes de compétences, ou en termes de volonté, ou en termes de finances, on ne va pas pouvoir survivre. Et pour ça, il faut préparer le plan d'après. Et c'est l'après où les gens, les entreprises sont souvent en panique parce que ça arrive trop tôt, parce qu'on ne sait pas assez organiser, etc. Et donc après, ce qui est important, c'est de reconstruire le plus rapidement possible l'ensemble des systèmes informatiques pour reprendre la production. On ne peut pas reconstruire sur le matériel existant parce que on doit faire l'analyse pour trouver des traces, trouver la source de problème, pour pouvoir comprendre les portes qui n'étaient pas complètement fermées par où les criminels ont pu passer, etc. Donc en fait, on a souvent besoin d'un data center
faut reconstruire En plus, un SI à côté, ouais. quoi. En data center, les serveurs, l'hébergement, tout à reconstruire. Et donc, on s'est dit, on va créer tout un produit qu'on va utiliser pour nous-mêmes d'abord. Et ensuite, on va peut-être commercialiser ça sur le marché. Mais c'est compliqué, donc on a créé un partenariat. Du coup, on a inventé le data center tier 3 entièrement mobile. Donc, c'est un container maritime standard avec rien qui dépasse et qui comporte tous les éléments nécessaires pour que ce soit le data center tier 3. Ça veut dire que la clim, l'énergie, les sécurités, tout est indépendant et redondé. On a les systèmes de virtualisation et le réseau qui est préinstallé. Et c'est quelque chose qui nous permet de reconstruire un système entier informatique d'une entreprise à peu près en 48 heures. Je ne parle pas d'une entreprise qu'on ne connaît pas. On parle d'une entreprise avec qui on a fait un plan de préparation, pré-configuration. Et donc là, effectivement, on peut proposer cet équipement comme un ultime dispositif de sauvetage de l'entreprise après la crise. Je reprends la main parce que le temps passe. Je voudrais laisser un peu de temps pour les questions. Mais à ce stade, avant de passer au dernier sujet, voilà, ce que je trouve, ce que je voulais dire, c'est que là, on voit bien, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais on voit trois entreprises finalement qui ont fait le choix de vouloir maîtriser la partie cyber de bout en bout, en fait, de maîtriser la chaîne au niveau métier, au niveau conception du logiciel jusqu'au bout, d'aller assez loin aussi. Bon, je dirais, ça n'est pas donné, à mon avis, qu'à des entreprises qui ont uniquement des moyens. Je pense que ça se donne à des entreprises qui se donnent les moyens. Le témoignage de Franck, il est intéressant parce que on est 5 fois plus cher que les concurrents, mais on est persuadé en fait que c'est ça qu'il faut faire, et dans la durée finalement on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui paye. Et je pense que toutes les entreprises en fait, quels que soient leurs moyens, leur taille, peuvent quand même avoir une démarche volontaire de ce type-là. Voilà. Et je pense que c'est important, c'est pas une exception pour moi. Dernière question, dernier sujet, voilà, c'est est-ce que vous pouvez juste en conclusion nous donner 2 ou 3 éléments finalement à ne pas négliger pour bien se préparer à la menace cyber, pour que vous qui êtes là aujourd'hui puissiez repartir dans vos entreprises avec quelques idées à confronter avec vos équipes. Alors, Rodolphe. Oui, mais après on l'a répété tout au long de ces échanges, c'est embarquer les équipes, l'humain est au centre de tous ces sujets-là. Donc comment à un moment donné on fait suffisamment d'acculturation, comment on embarque toutes ces équipes, comment on accompagne au changement, ça me paraît être un élément clé. Comment on se prépare, comment on s'entraîne, comment on éprouve, comment on teste, ça me paraît être une évidence aussi. Je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients que, je l'ai déjà dit, mais on aura beau mettre toutes les barrières. Hein. Je ne sais pas si, moi je dirais à Denis, moi c'est pas si, c'est un jour on le sera. Ouais. Donc il faut se mettre dans le match de on y sera confronté. Et je voulais aussi dire à Denis que, alors moi en plaisantant dans l'entreprise, mais je m'aperçois que ma plaisanterie elle se matérialise à travers toi. Je disais qu'il faudrait qu'on récupère un bus articulé réformé pour y implanter un data center mobile, mais ils l'ont fait. Tu as matérialisé mon rêve. Donc se préparer, s'entraîner, et puis à un moment donné, c'était l'objet de ma première partie, c'est dépasser en effet le volet technique. Je pense qu'il faut adapter évidemment en fonction de vos contextes d'entreprise, mais se pencher, s'intéresser en effet à ce que j'ai appelé moi le plan de continuité métier. C'est-à-dire que si un certain nombre de métiers de l'entreprise peuvent continuer seuls, dans un mode peut-être dégradé, certes, mais s'ils peuvent continuer déjà seuls, à minima, c'est aussi une charge mentale moindre pour les équipes SI, pour la remise en effet en service des systèmes. Très bien. Franck, de votre côté ? Oui, donc on l'a dit, il y a un gros enjeu vraiment pour moi, c'est la pédagogie. Donc j'ai parlé de formation ANSSI, c'est pédagogie de nos clients, pédagogie interne.
Et vraiment, la chose très très importante, enfin la façon dont on l'aborde en tout cas, et qui pour le moment fonctionne, c'est d'abord d'être convaincu, comme tu viens de le dire, c'est que ça va nous arriver. Donc il faut juste s'y préparer, et on n'est jamais plus fort que quand on est prêt à quelque chose. Et ça ne va pas se passer comme on s'est préparé, mais ce sera quand même beaucoup mieux quand on sera prêt. Donc il faut être lucide, il faut être humble. Parce que si on démarre en disant j'ai mis les moyens, quand ça va arriver, il y a intérêt à ce que ça marche, ben là c'est sûr, ça ne marchera pas. Il faut travailler son sang-froid. Alors son sang-froid en tant que dirigeant, accepter de se dire il y a un matin, je vais me réveiller et puis je vais avoir 200 personnes qui ne peuvent plus bosser. Ça va être le bordel intégral. Je vais avoir tous mes bus qui ne pourront plus partir. Je vais avoir il va falloir que j'active mon boîtier parce que c'est le bazar partout. Et se dire ce jour-là, je vais garder mon sang-froid et je vais être la personne qui va aider les équipes à avancer, et je vais surtout pas mettre de la galère sur la galère, et être conscient que si je réagis mal, je peux être le grain de sable qui fait tout casser. Si je réagis bien, je peux être celui qui émule que tout le monde se met en ordre de bataille et ça va marcher. Si je réagis mal, ça peut être l'inverse. Ça, c'est super important. Et puis enfin, dernier truc, c'est être conscient qu'on est vraiment en guerre numérique. Enfin, je veux dire, les Ukrainiens, c'est horrible, c'est des vraies bombes qui prennent sur la poire. Nous, c'est des vraies bombes numériques, on en prend tous, on va en prendre tous, de plus en plus grosses, de plus en plus fortes, et qu'il ne faut pas le voir en se disant « Oh là là, quelle horreur, ça va être horrible ». C'est juste se dire « Très bien, il y a des pays pour qui les démocraties, c'est de la merde, ils ont envie de les détruire. Très bien, nous, on va juste pas se laisser faire, quoi. » Et nos entreprises, elles vont montrer qu'on est capable aussi de défendre notre démocratie, de défendre nos modèles, de défendre nos valeurs, et ça passe par de la formation, de la préparation. Je disais sur l'Ukraine, il y a des pays, Taïwan, ils se préparent à la guerre. Nous, il faut qu'on se prépare à la guerre cyber, parce que c'est comme ça, et c'est sûr, elle va arriver, quoi. Denis, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais déjà répondre à la blague des bus. En fait, quand j'ai dit on a inventé les dispositifs ultimes, le container contenant tout un data center autonome. En fait, Groupe Cordon les fabrique depuis 20 ans pour la défense. Donc, on a des entités qui sont secret défense, et donc on fabrique ça pour Airbus, pour d'autres compagnies impliquées dans la défense. Sauf que ce qu'on a innové, on l'a porté accessible à l'entreprise de taille moyenne. C'est un conteneur militaire, ça coûte très très cher, il est aéroporté, peut être aéroporté, construit en alu, etc. Donc voilà, on a standardisé les éléments, etc. Donc c'est juste pour répondre au bus. Sinon, le conseil, moi je suis d'accord avec un peu tout le monde. Il faut faire en sorte que dans l'entreprise, tout le monde soit responsable de la sécurité cyber. Tout le monde. Donc, y compris le DRH, par exemple. Et ça, c'est pas simple. Et donc, mais vraiment tout le monde. Quand on a commencé nos premières campagnes de phishing, les directeurs des sites, ils disaient qu'est-ce que vous faites? C'est pas mon sujet, pourquoi je suis impliqué dedans, etc. Donc ça, c'est effectivement les comportements qu'il faut absolument modifier. C'est l'humain, quoi. Exactement. Et donc, du coup, maintenant, en fait, on a créé les cellules de crise qui est dormante et qui est là pour gérer une attaque cyber éventuelle. Mais en fait, on l'utilise, et ça, c'était naturel, quand il y a une autre crise d'une autre nature. Et du coup, on s'est habitué à se connecter sur une équipe Teams de gestion des crises. Quand il y a quelque chose de sérieux qui se passe, tous les COMEX, les patrons de sites impliqués, même s'il n'y a pas d'informations à partager tout le temps, en fait, la cellule est ouverte pendant plusieurs heures. Tous les membres de COMEX sont connectés, ils écoutent le travail des informaticiens s'il s'agit d'un problème informatique ou de sécurité physique, s'il y a quelque chose qui se passe sur un site. Et donc, cette initiative a fait une sorte que toute l'entreprise se sentent concernés. Se sent concernée, ouais, c'est ça. Merci. Voilà. Alors, on a dépassé un petit peu sur le temps, mais c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions à poser à nos témoins? N'hésitez pas. Il faut qu'il y ait un courageux qui se lance. Ou une courageuse.
Oui, bonjour. Je m'appelle Fabien Simon, ancien militaire, bon, toujours d'active, mais en reconversion. Et j'ai créé une entreprise dans la cybersécurité et transformation numérique, ainsi que la gestion des risques. Et j'ai l'impression que dans le discours qui a été mené, sauf Keolis, voilà, on a tendance à tous, et dans les discours que moi j'entends, et je reprends souvent, j'interviens souvent sur ces sujets, on transforme le PCA comme quelque chose qui est traité par les cyber, par la partie cyber. Le PCA, c'est avant tout par l'entreprise elle-même, par le CEO, par le staff. Puisque, comme elle a dit, c'est l'activité de l'entreprise, et dans lequel on doit intégrer le risque cyber autant que le risque pandémique, autant que le risque de n'importe quoi. Voilà. Donc c'est très intéressant. Et après, on décline bien sûr la partie PCI, PRI, et là on est plus dans ce qui a été discuté, plus que dans la partie PCA. Donc là, c'est juste ce commentaire que je voulais rajouter, qu'il faut bien prendre en considération que la partie gestion de crise, c'est pas le cyber, c'est pas l'informatique, c'est avant tout le staff de l'entreprise. Merci. On a considéré qu'un plan de continuité d'activité ou un plan de reprise d'activité, c'était le cumul d'un plan de continuité informatique et d'un plan de continuité métier. Mais c'est avant tout métier. Ouais. S'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là. Mais sinon, on peut encore prendre une question. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci. Merci.